Réforme scolaire au Burkina Faso, les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale étaient face à la presse hier. Les nouvelles dispositions prises n'auront aucune incidence sur le diplôme du baccalauréat, ont-ils expliqué pour lever tout équivoque sur la question. Détail pour vous dans un instant. Dans le domaine de l'éducation toujours, une nouvelle signature de convention avec la Banque mondiale dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap. La somme de 1,5 milliard de francs CFA a été versée à l'État burkinabé à travers le Fonds de développement japonais. Hors de chez nous au Mali, la conférence internationale de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation est ouverte depuis mercredi. Objectif, arriver à stabiliser le Mali en instaurant une paix durable. À l'occasion, plusieurs panels ont été organisés. Mesdames, Messieurs, c'était là le sommaire du 13h que vous avez choisi. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Désormais, l'organisation de l'examen du baccalauréat est à la charge du ministère de l'Éducation nationale. Cette décision engendrait déjà des manifestations du côté des élèves. Afin d'apporter des éclaircissements sur la question, les ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale ont tenu hier une conférence de presse. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une décision purement administrative et qu'il n'y a aucune autre condition particulière pour accéder aux universités publiques. Abdoulaye Mieye. Devant la presse ce jeudi, le ministre en charge de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur ont tenu à clarifier les choses quant aux réformes dans leurs domaines respectifs. Le baccalauréat ne sera plus le premier diplôme universitaire, mais plutôt un diplôme terminal de l'enseignement secondaire. Cela parce qu'il sera désormais organisé par le ministère en charge de l'Éducation nationale, conformément à la nouvelle attribution de ce ministère. Un transfert de compétences qui s'effectuera à la session 2022 du baccalauréat, celle de l'année en cours ayant été déjà engagée. Ces membres du gouvernement se sont voulus très clairs. Cette modification n'est qu'administrative et n'aura aucun incident sur la qualité du diplôme ni sur les conditions d'accès à l'université. On vous dit qu'il n'y aura pas de concours parce que c'est Campus Faso. Quand ils auront les résultats, nous transférons les résultats, les relevés du bac directement sur Campus Faso, on les transporte. Et c'est à l'élève qui veut être étudiant d'aller s'inscrire pour être étudiant et on va l'orienter en fonction de ses critères. Parce que les gens ont parlé de concours. Nous aurions voulu faire un concours, d'ailleurs qu'on n'aurait pas eu les moyens pour faire ce concours. Ce n'est pas possible de faire un concours. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, a quant à lui apporté des éclaircissements sur des décrets de modification dans le cadre de l'organisation des examens. Alors, il y a la suppression des 2 sujets au choix pour ce qui est de l'histoire géo et de la discipline sciences de la vie et de la terre. Les épreuves de l'examen du BPC sont utilisées à la fois pour les examens et concours qui sont rattachés, c'est-à-dire l'entrée en seconde, l'entrée en première année BEP, l'entrée en première année Bac Pro, et aussi la sélection pour entrer dans les lycées scientifiques, etc. De ce fait, les principes pédagogiques imposent que tous les candidats soient soumis aux mêmes épreuves pour les besoins d'équité et de comparabilité donc des résultats, alors que les 2 sujets au choix sont contraires à ce principe. Pour promouvoir la formation technique et professionnelle, le gouvernement met désormais en place des lycées polyvalents. Il s'agit de créer des filières techniques dans des établissements d'enseignement général. Vous avez le centre de référence de Zignaré, où il y a un certain nombre de matériels qui permettent donc à des élèves de pratiquer certaines disciplines, de faire la pratique. Et donc au regard de cela, nous avons mis dans certains établissements de Zignaré donc des filières d'enseignement technique et professionnel. C'est des lycées d'enseignement général. Et ces élèves-là, nous avons signé une convention avec le centre de référence pour lequel nous payons un certain montant et les élèves vont faire la pratique là-bas. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 élèves dans ces lycées dits polyvalents. Et selon les 2 ministres, les réformes engagées dans le domaine de l'enseignement visent à se conformer aux principes de l'UEMOA. Ainsi, ils soutiennent que l'organisation du baccalauréat par le ministère de l'Éducation nationale est une avancée significative.
On reste avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous vous en souvenez, 500 bacheliers n'ont pas pu s'inscrire sur la plateforme de l'université. Hier, des éclaircissements ont été demandés au ministre Alkassou Maïga. Il explique que ces élèves concernés se sont donnés à des pratiques qui pourraient être jugées frauduleuses. Il les a invités par ailleurs à prouver leur innocence pour être intégrés à l'université. Alkassou Maïga est au micro de Abdourahim Nié. Nous avons eu en 2018 à l'université Joseph Kizerbo, au niveau donc de l'IFR SDS, la santé, plus d'une trentaine d'étudiants qui avaient fabriqué des faux relevés et qui s'étaient inscrits à Mersin, qui avaient commencé les cours. Ils étaient assez avancés, mais quand à partir de Campus Faso, parce que la plupart sont venus de pays voisins, on a eu accès à la base de données de ces pays voisins, nous avons constaté qu'ils avaient modifié les relevés de notes pour aller à Mersin, pour avoir la moyenne requise pour la Mersin. Nous avons pris la décision de les renvoyer tous. Les bacheliers dont on parle, qui sont venus aussi d'un pays voisin, de la Côte d'Ivoire, pour ne pas citer ce pays, nous avons constaté effectivement que la plupart d'entre eux avaient renseigné des notes qui n'étaient pas des notes au baccalauréat. Donc pour nous, c'est assimilable à une tentative de fraude. Campus Faso a fait un communiqué pour leur dire, on leur donne l'occasion de revenir parce qu'ils étaient très nombreux, pour renseigner les vraies notes. Donc ils ont eu une chance. Ils sont revenus, il y en a qui ont corrigé, il y en a qui ont persisté. Pour nous donc, c'est de la fraude. Et donc nous avons dit qu'on ne va plus leur permettre de s'inscrire. Et ils nous ont contactés. Et je leur ai dit de me transmettre les listes. S'ils me transmettent les listes de ces étudiants, je ferai vérifier par la Direction générale de l'enseignement supérieur pour être sûr qu'il ne s'agit pas de ceux-là qui ont fait la tentative de fraude. S'il y a des cas qui ne sont pas concernés par cette situation, on va autoriser leur inscription. Ils ont envoyé une liste pléthorique, on a procédé aux vérifications et il m'est revenu que sur toute la liste qu'ils ont envoyée, il n'y avait que 2 cas qui n'étaient pas concernés par la fraude. Donc ces deux, on leur a permis de s'inscrire. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on nous laisse aussi mettre de l'ordre. Moi, tous ceux-là qui sont dans une situation où on leur a fait du tort, je suis prêt à réparer. Mais s'il est avéré qu'il s'agit des mêmes qui ont eu l'occasion de se racheter, qui ne l'ont pas fait, je ne peux rien faire pour eux. Ils vont continuer à attendre effectivement qu'ils soient corrects pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc voici ce qu'il en est. Et si vous voulez, après vous pouvez passer prendre les listes qu'on m'a communiquées. Vous allez à la Direction générale de l'enseignement supérieur pour vérifier parce que c'est un système informatisé. Donc les preuves sont là. S'ils ne sont pas concernés, dès demain ils pourront s'inscrire. Mais s'ils sont concernés, je suis désolé, je ne pourrai rien faire pour eux. Et puis je vous le disais en titre, le projet d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap a reçu un financement à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA du Fonds de développement japonais à travers la Banque mondiale. L'accord de don a été signé hier entre la représentante résidente de la Banque mondiale et le ministre de l'économie, des finances et du développement, Fatima Tanikima. Le ministère en charge de l'éducation nationale vient ainsi de bénéficier d'un financement qui lui permettra d'augmenter l'accès et la qualité de l'éducation des enfants vulnérables en mettant un accent particulier sur ceux vivant avec un handicap. C'est un don qui s'inscrit dans l'accompagnement de la Banque mondiale au profit de la politique de développement de l'éducation de base au Burkina Faso, selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. Donc, avec le fonds fiduciaire japonais, nous avons aujourd'hui signé un autre accord de financement qui est d'1,5 milliard qui vise aussi à cibler davantage les enfants vivant avec un handicap et à leur faciliter l'accès à l'éducation et à leur permettre d'apprendre en même temps que les autres élèves et à pouvoir aussi accompagner leurs familles à les maintenir à l'école pour toujours renforcer le développement du capital humain. C'est un financement d'environ 1,5 milliard de francs CFA qui doit permettre au ministère de l'Éducation nationale de dérouler sa stratégie d'éducation inclusive. Et ça va permettre justement de faire en sorte que dans 5 régions, parmi les plus pauvres de notre pays, que sont la région donc, de l'Est, du Centre-Est,
du plateau central, nord, du sud-ouest et la capitale Ouagadougou, de prendre en charge donc 7000 enfants, dont 5000 en situation de handicap et 2000 donc dits vulnérables, parmi lesquels 60% des filles. La stratégie de l'éducation inclusive vise la suppression des obstacles de l'accès à l'éducation des enfants en situation de handicap. Il est donc prévu des visites médicales pour le diagnostic des handicaps, l'acquisition de matériel spécifique pour améliorer l'environnement d'apprentissage et la formation des enseignants aux approches éducatives et pédagogiques adaptées à l'éducation des enfants en situation de handicap. Éducation toujours, le ministre en charge de l'Éducation nationale, professeur Stanislas Ouaro, a procédé jeudi dernier à l'ouverture du premier conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de son département. Le CACEM a réuni tous les acteurs du secteur. La rencontre annuelle sera consacrée à l'examen du bilan du plan d'action 2020, au rapport annuel de performance et au programme budgétaire de la même année. Mamidria Nakamabou. Avant de procéder à la validation du rapport d'activité 2020, des rapports annuels 2020 ainsi que des programmes budgétaires, les agents du ministère de l'Éducation nationale à cette rencontre ont passé en revue des acquis engrangés au cours de l'année dernière. À la date donc du 31 décembre 2020, le taux global de réalisation des activités du ministère en charge de l'Éducation nationale est de 82,52%. Ce taux a connu une baisse de 8,28% comparativement à l'année 2019. Cette contre-performance s'explique entre autres par le démarrage tardif des activités de l'année et le retard dû à la survenue de la maladie à coronavirus. Au cours de l'année 2020, les activités planifiées au titre du plan d'action ont été exécutées à hauteur de 95,29%. Pour le programme Accès à l'éducation formelle, 89,66% pour ce qui concerne le programme Qualité de l'éducation formelle, 64,25% pour le programme Accès et qualité de l'éducation non formelle et 80,90% pour le programme Pilotage et soutien au service de l'éducation formelle et non formelle. En dépit de ces contraintes, les acteurs de l'éducation se félicitent des résultats. Mais selon le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs défis restent à relever. Le taux brut de scolarisation au primaire qui est passé de 88,8% en 2019 à 86,6% en 2020. Le taux brut de scolarisation au post-primaire qui est passé de 50,55% en 2019 à 49,3% en 2020. Le nombre d'apprenants tous cycles confondus, donc qui était de 120 494 apprenants recensés en 2019, est redescendu à 94 997 en 2020. Et au cours de 5 dernières années, soit de 2016 à 2020, les résultats en termes de bilan d'exécution des activités du plan d'action ont été satisfaisants. Le taux d'exécution du plan d'action est passé de 74% en 2016 à 82% en 2020. Au terme donc de ce conseil d'administration du secteur ministériel, les acteurs de l'éducation vont valider le rapport d'activité 2020, des rapports annuels de 2020 et de programmes budgétaires. Dans le cadre de la réconciliation nationale, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé. C'était le 18 mars dernier et le ministre est allé demander l'accompagnement de la représentation nationale pour la réussite de la mission à lui confier. Le ministre en charge de la Réconciliation nationale est au micro de Chérif Yanogo. Il m'a paru opportun de venir échanger avec le président de la représentation nationale pour un échange de vues et d'avis sur la manière donc de conduire ce processus. Ce qu'on s'est dit, c'est ce que vous savez déjà à plusieurs reprises, on a eu l'occasion, y compris la dernière fois. Donc c'est de nous assurer que les thématiques que nous avons en vue et les approches là sont passées par le... sont connus des uns et des autres et nous permettent un peu donc de continuer la trajectoire.
C'est quand même l'Assemblée nationale, c'est le lieu où siègent les représentants de la nation. Donc vous ne serez peut-être pas surpris que d'ici là, on vienne là pour répondre à des questions orales. Mais il se peut aussi que dans ce qu'on va faire là et dans les solutions qui seront proposées pour des questions données, il y ait des implications sur le plan législatif. Il y a peut-être aussi des textes à changer pour nous permettre d'aller à là-bas. Donc c'est toujours important d'échanger avec l'Assemblée nationale parce que c'est une institution qui a toujours un rôle à jouer, sur le plan réglementaire, dans toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas uniquement de ma compétence. Oui, tout à fait. Je voudrais vraiment la remercier pour cela. Comme lui-même a dit, moi je suis un député en permission. Parce que vous ne m'avez pas félicité, j'avais été le député à l'Assemblée nationale. Oui. Donc je suis en permission. Donc vous voyez, à tout moment même, je peux même revenir là, ce que je considère comme ma maison. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun problème. Pour l'État burkinabé, les services sociaux de base sont une priorité. À cet effet, chaque année, d'importantes ressources financières sont consacrées à leur amélioration. WaterAid et ses partenaires ont décidé de s'intéresser aux ressources financières allouées au secteur de l'eau, de l'éducation, de la santé et de l'assainissement en rapport avec la loi de finances 2021. Les résultats de l'étude ont été présentés hier jeudi. Il indique des disparités d'un service à l'autre. Michael Toukri. À cet atelier, il est question de restitution et de validation des résultats de l'étude d'évaluation du niveau de prise en compte des services sociaux de base dans la loi des finances 2021 au Burkina Faso. Les secteurs sociaux de base qui ont fait l'objet de l'étude sont l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé. Et malgré les efforts du gouvernement burkinabé consentis dans ces différents secteurs, le rapport fait ressortir des indicateurs en deçà des attentes. Les analyses budgétaires, il y a quand même des contrastes qui se dégagent. En dehors du secteur de l'éducation, qui a vraiment bénéficié d'allocations assez importantes, donc autour de 19 et quelques % du budget de l'État. Les autres secteurs, la santé, pour ce qui est du ministère de la Santé, ça tourne autour de 10% du budget de l'État, pour un engagement de 12,7%. Quand vous prenez aussi l'assainissement qui a donc un engagement qui ressort d'allouer au minimum 0,5% du PIB réel donc au secteur de l'assainissement, nous remarquons que ce taux-là est très loin d'être atteint. C'est seulement en 2017 qu'on était à 0,24% du budget du PIB plutôt qui a été alloué donc à ce secteur. Mais pour les autres années, jusqu'en 2021, ce n'est pas du tout fameux. Pour le directeur pays de WaterAid, l'objectif de cette étude dans les secteurs sociaux de base est de disposer d'évidence afin de renforcer le plaidoyer pour un respect des engagements et permet de faire le suivi des ressources financières allouées aux services sociaux de base. Nous savons que les services sociaux de base sont importants pour les citoyens, surtout pour les plus démunis. Donc l'allocation des conséquences des ressources à la hauteur des ambitions des programmes gouvernementaux, comme les secteurs sociaux sont aussi une priorité pour l'État. Donc s'assurer que les ressources sont conséquemment allouées est très important. Donc montrer aux États, à l'État et aux autres acteurs qui veulent supporter le Burkina Faso de savoir que cette partie soit est suffisamment prise en compte ou non suffisamment prise en compte est très important pour donc influencer positivement la politique de l'État dans ce domaine. Les résultats de l'atelier présentés, des observations, des suggestions et des amendements seront formulés par les participants sur le niveau de prise en compte des services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé dans la loi des finances 2021 au Burkina Faso. Alors maintenant, à l'École nationale des régies financières. Dans cet établissement, on est toujours dans la ferveur du 8 mars. Le bureau des élèves a fêté en différé cette journée dédiée à la femme. La réflexion a été portée sur les conditions de vie de la femme, notamment sa participation au développement socio-économique du Burkina Faso. Détail avec Maxime Chouin-Bambara. Pour cette célébration du 8 mars en différé, les élèves de l'École nationale des régies financières ENAREF commémorent à leur manière la journée internationale de la femme. Mais au-delà de l'aspect festif, il est question de réfléchir sur les conditions de la femme, en particulier la femme burkinabé. On a tenu à organiser ce 8 mars en différé, célébrer un peu la femme, commémorer la journée internationale des droits de la femme et faire de cette journée une journée de réflexion sur la condition de la femme
et voir comment la femme peut apporter sa contribution au développement socio-économique du Burkina. C'est déjà le thème sur lequel nous allons discuter tout à l'heure. Contribution de la femme intellectuelle au développement socio-économique du Burkina Faso, c'est le thème de la conférence marquant cette journée. Conférence qui sera animée par Nestorine Sangaré, docteur en sociologie du développement et ancienne ministre de la Femme sous le régime Compaoré. Je vais vraiment aborder la contribution socio-économique des femmes, tout simplement, et en mettant l'accent sur celles qui ont eu l'opportunité d'aller à l'école, qui sont dans nos administrations, qui sont dans des entreprises et qui mènent des activités. En quoi ce qu'elles font apporte un plus à ce que font les hommes dans le processus de développement de notre pays. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'économie, mais également de la justice, de l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, et tout ce que vous avez donc comme domaine de développement prioritaire qui sont ciblés dans nos politiques publiques. Du côté de la marraine de cette cérémonie, Pauline Zouré, ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire, c'est un message de complémentarité et d'accompagnement qui est adressé aux filleuls. Le message, c'est que nous devons jouer dans la complémentarité. L'homme étant acteur de développement, la femme aussi étant actrice de développement, nous l'avons considéré comme étant un socle de l'économie au niveau de notre pays où vous savez que les chiffres montrent que nous avons plus de femmes que d'hommes. Nous sommes dans 51, quelque chose % de femmes. Je ne vais pas dire que c'est une petite proportion de la population, c'est une très grande et sa contribution aussi doit être grande à la hauteur donc de sa taille pour permettre que nous puissions ensemble, les hommes et les femmes, conjuguer nos efforts et construire ce pays-là. En plus de cette conférence, cette célébration du 8 mars en différé sera marquée par une campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, une rue marchande, un concours d'art culinaire et un match de football. La téléphonie mobile Orange Money veut récompenser ses fidèles clients. Pour cela, elle tient depuis le 16 mars et ce jusqu'au 14 avril prochain la promo Orange Money. Tous les clients de la téléphonie mobile Orange peuvent y participer. À travers ce jeu, les abonnés pourront même gagner des sommes allant de 50 000 francs CFA jusqu'à 10 millions de francs CFA. C'est l'information donnée par les premiers responsables de la téléphonie hier dans la matinée. Ils confient que c'est également une façon de remercier les clients estimés à plus de 8 millions. On est reparti avec Maxime Jeune Bambara. À travers cette conférence de presse, la société de téléphonie mobile Orange lance la grande promo Orange Money. Les premiers responsables du portefeuille électronique entendent ainsi manifester leur reconnaissance aux abonnés Orange Money estimés à plus de 8 millions de clients. Et la seule condition pour participer à cette promo est d'avoir un compte Orange Money. Pour le principe du jeu, les clients s'inscrivent en comprenant étoile 202 dièse. Ensuite, ils cumulent des points en faisant des transactions Orange Money, des dépôts ou bien des retraits. Chaque 1000 francs qu'il aura consommé lui donne droit à 10 points. Donc le cumul de ces points-là permet de participer à un tirage au sort qui lui permet de gagner chaque semaine ou bien 50 000 francs, ou bien une moto Yamaha Sniper. Le grand tirage qui aura lieu à la fin du mois permet de gagner la super cagnotte de 10 millions. Plusieurs lots sont à gagner en participant à cette promo qui, selon le responsable marketing de Orange Money, s'étend du 16 mars au 14 avril prochain. Différents gains, on a des gains journaliers, des gains hebdo de 50 000 francs. On a un lot hebdomadaire qui consiste à une moto CFAO Sniper d'une valeur d'à peu près 1 500 000 par semaine pendant les 4 semaines de la première phase. Et puis on a le super lot de 10 millions pour le super gagnant qui aura accumulé le plus de les points requis. À en croire ce dernier, le tirage au sort pour déterminer les gagnants se fera dans la transparence. Pour ce faire, les responsables de Orange Money disent être attachés les services d'un huissier, de la police des jeux, de la LONABE ainsi que du Trésor. À la suite de ce journal, nous allons à la rencontre de Bako Ali Cissé, un concepteur d'objets décoratifs. Il cumule une vingtaine d'années d'expérience dans son métier. Sa spécialité, produire des œuvres décoratives et utilitaires à base de matières atypiques telles que le bois ou les calebasses. Au-delà de la conception, l'artiste passionné redonne vie aussi aux objets presque délabrés. C'est Hassan Sawadouko qui l'a rencontré. Regardez. Les objets décoratifs n'ont plus de secret pour Bako Ali Cissé. Avec de la matière première atypique faite de bois et des calebasses, il lui donne une seconde vie. Et pour maîtriser l'art de la fabrication des abat-jours, notre artisan dit avoir cumulé une vingtaine d'années d'expérience
dans ce métier. Je suis dans l'art, ça vaut 20 ans. Ça vaut 20 ans. Je faisais beaucoup de décorations. C'est pas ça là seulement. Bon, c'est parce que souvent on a les familles à gérer quoi. Vraiment, on travaille mais avec les dépenses, les sous-charges, bon, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Vous voyez, non? Cette calebasse, un objet utilitaire transformé pour en faire un abat-jour avec des motifs entièrement faits à la main. Pour arriver à ces résultats, il faut plusieurs heures de travail. C'est avec le feu qu'on brûle ça. Voilà, maintenant si on a brûlé fini, sur le dessin là, on doit presser le trou. On doit presser le trou pour que si ça s'allume, ça donne le rayon sur les calebasses. Voilà. Par exemple, si c'est la nuit quand c'est allumé, cette dessin là, vous voyez ça sur le mur, comme il y a le trou dessus, maintenant quand le feu allume dedans, la lumière éclaire, ça donne le rayon en haut. Voilà. Fini ce travail, un autre travail commence, la vente. Et pour écoulement de ces marchandises, il dit utiliser des stratégies de marketing de proximité. Souvent, il y a les commandes, mais souvent on fait pour déposer seulement. Les commandes, ça vient, mais c'est pas chaque moment quoi. Voilà, donc on fait comme ça, déposer. Voilà, si quelqu'un vient, si ça a intéressé, prend. Mais on prend souvent pour tourner en ville, dans le maquis, la nuit. On promène dans le maquis pour vendre. Surtout les étrangers qui viennent là. C'est eux qui aiment payer ça plus que nous-mêmes. Voilà. Par exemple, comme les touristes là, les blancs là. Voilà, souvent c'est eux-mêmes qui payent ça. Ces objets décoratifs, selon Bako Ali Cissé, sont beaucoup demandés pour en faire des cadeaux de mariage. Il y a des gens qui viennent payer, surtout les mariages. C'est que le monsieur dit que les fouris là, tout c'est la même chose, non? Voilà, mariage et fouris, c'est la même chose. Donc il vient payer. Mais ce que les femmes là payent là, c'est les moitiés là, avec les tabourets là, et les calebasses. Il y a les calebasses que je fais pour les... Il y a les gens qui payent ça aussi, pour leur totem quoi. Voilà, les 3 calebasses collées, avec les louches. Ils paient ça pour mettre dans leurs affaires les femmes mariées là. Voilà, pour l'accompagner quoi. À la question de savoir si ce métier nourrit son homme, notre artisan répond par l'affirmatif. Je gagne, mais c'est comme j'avais parlé là. On a trop de dépenses, parce que moi je suis un père de famille. Je gagne en tout cas. Si je dis que je ne gagne pas, bon Dieu il va faire palabre avec moi. Sinon, moi, je gagne. Mais il y a les familles que je gère, quoi. Et pour cela, on gagne l'argent, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en tout cas. Sinon, comme j'avais parlé là, les travailleurs là, moi, je fais beaucoup de choses. Beaucoup de décorations. Mais on n'arrive pas à gagner l'argent pour faire ça. Vous voyez, non? Sinon ça prend. L'artisanat est un secteur porteur qui peut absorber un grand nombre de demandeurs d'emploi. C'est la conviction de Bako Ali Cissé, mais à condition, selon lui, que les autorités accompagnent conséquemment ce secteur. Il n'y a pas aide. Voilà, nous voulons que s'ils veulent nous aider vraiment là, ils n'ont qu'à bien regarder. Parce que ce que moi je fais comme ça là, s'il y a aide, moi je vais développer ça, chercher une grande maison, je vais faire beaucoup de hangars, je vais appeler, il y a les enfants qui promènent, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont même pas de boulot pour faire, même les femmes qui n'ont pas de mari là. Il y a les enfants orphelins qui promènent en ville, beaucoup, il y en a beaucoup même. Mais nous on est là, on peut aider, mais nous on n'a même pas de solution pour aider tout ça là. Plus qu'un gagne-pain, ce métier est une passion pour Bako Ali Cissé et il s'est dit prêt à prendre sous son aile
tous ceux qui souhaitent embrasser le métier. Au Mali, la commission Vérité, Justice et Réconciliation tient depuis le 16 mars une conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali. Le thème de la conférence est la réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation pour une paix durable. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le ministre de la Réconciliation, colonel-major Ismaël Ouagué. Plusieurs panels sont prévus en ligne avec des experts internationaux sur les droits humains. Reportage Brema Soulo. Depuis 2014, la commission Vérité, Justice et Réconciliation œuvre pour le paiement des réparations à toutes les victimes des crimes. La période visée, l'indépendance du Mali à nos jours. C'est pour accélérer l'adoption d'une politique de réparation que la CVGR organise ces 2 jours de conférence internationale sur la justice transitionnelle qui doit être la roue motrice de sa mise en œuvre. Au moment où cette politique de réparation est sur la table du gouvernement, le moment nous semble particulièrement indiqué pour faire de cette conférence internationale un moment de plaidoyer pour la mise en place d'un fonds de réparation en faveur des victimes. Partenaire de la CVGR depuis sa création, la division des droits de l'homme de la MINUSMA, mission onigène au Mali, rassure de son accompagnement sans faille tout en exhortant la lutte contre l'impunité. Et vous savez que depuis que la commission Justice, Vérité et Réconciliation a été mise en place, la MINUSMA ainsi que la division des droits de l'homme et le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'ont ménagé aucun effort pour mettre à votre disposition l'expertise pertinente pour s'assurer que les efforts de réconciliation sont en conformité avec le droit international des droits de l'homme et aussi la pratique en la matière. Président de la cérémonie d'ouverture de cette conférence, le ministre de la Réconciliation nationale, colonel-major Ismaël Ouagué, donne l'assurance de l'accompagnement des autorités de la transition. L'engagement des autorités de la transition en faveur de la réparation des victimes de la crise malienne, avec des bases juridiques et politiques profondes, doit être bien plus que l'engagement d'un gouvernement en particulier. C'est pourquoi, dans le cadre du processus de transition, le gouvernement continuera de soutenir de manière décisive des propositions des différents acteurs afin d'accélérer l'adoption du cadre juridique sur les réparations. Des recommandations issues de ces 2 jours d'échange permettront à la CVGR de mettre en œuvre efficacement son plan d'action, notamment la réparation des victimes des différentes crises maliennes. Voilà, c'est la fin de ce 13h du vendredi 19 mars 2021. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 13h pour d'autres actualités. Prenez soin de vous.